Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Nous sommes le lundi 14 juin, voici les titres de ce journal. C'est la journée mondiale des donneurs de sang. À cette occasion, l'EFS lance de nouveau sa campagne « Prenez le relais, un mois pour tous donner » afin de passer l'été sans trop de difficultés. Interview du directeur régional de l'EFS et puis reportage à Toussus-le-Noble où un nouveau lieu de collecte a ouvert ses portes. Et dans un mois tout juste, c'est le 14 juillet, la fête nationale et son traditionnel défilé se préparent aussi dans les Yvelines. Pour la partie aérienne, les pilotes se sont réunis à la base 107 de Vélizy-Villacoublay. Invité également de cette édition, Jean-Charles Gesselot, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Versailles-Saint-Quentin. Enfin, c'est en 2023 que devrait avoir lieu la première édition du festival Pulsation à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Elle avait été remportée l'an passé en raison du contexte sanitaire. En attendant, Animasos a mis en place des rencontres avec les partenaires. Objectif, maintenir le lien jusqu'au festival. Mais avant de développer ces titres, 5 ans quasiment jour pour jour qu'a été perpétré l'attentat de Magnanville le 13 juin 2016. Un couple de policiers, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, étaient assassinés au domicile familial. Une attaque au couteau par un individu radicalisé sous les yeux de leur fils de 3 ans. Le terroriste avait été abattu ensuite par les forces de l'ordre. Ce lundi matin, Gérald Darmanin s'est rendu au commissariat des Mureaux. Le ministre de l'Intérieur a participé à une cérémonie suivie d'un dépôt de gerbes dans la cour du commissariat, ce commissariat où officiait Jean-Baptiste Salvin. Dans son discours, Gérald Darmanin a affirmé que la nation devait admiration, reconnaissance et protection à ses policiers. Ce lundi 14 juin, c'est donc la journée mondiale des donneurs de sang, un événement pour connaître à l'échelle internationale les besoins en produits sanguins et sensibiliser à ce geste essentiel alors que les réserves atteignent un seuil inquiétant. À Toussus-le-Noble, la motivation de bénévoles et de la commune a permis d'ouvrir un nouveau lieu de collecte. Mélanie Poquet, Éléonore Sinoquet et Bérangère Bourgoin. 100% Toussus, les donneurs défilent ce vendredi 11 juin. Les 90 créneaux proposés ont vite trouvé preneur. Le point commun des volontaires, ils sont pour la plupart des habitants de Toussus-le-Noble. Je suis à quelques minutes, donc c'est facile de s'y rendre. Vu que c'est plus proche, je pense que les personnes de Toussus qui habitent ici, ça incitera plus de personnes à venir directement à côté de chez eux. Et il y a eu quand même beaucoup d'informations données à travers les réseaux sociaux et les messages WhatsApp, donc automatiquement c'est plus facile. Au départ de la mobilisation, Yves Hochdès de l'association 100% Toussus, ce Nobel Tussois a obtenu rapidement le soutien de la mairie pour mettre à disposition l'espace culturel du Plessis. Le rôle de la section 100% Toussus, c'est de fédérer les collectes, de communiquer entre l'établissement français du sang et la mairie de Toussus. Nous, à titre de bénévole, d'organiser comme on le peut, l'ouverture de la porte de la salle, l'accueil des participants, la remise des bouteilles d'eau, la campagne d'affichage, de boitage. Ça a été extrêmement rapide. J'ai eu une première demande il y a un mois de notre association 100% Toussus. Et la semaine suivante, l'EFS était déjà ici sur place avec nos services techniques pour visiter les lieux, pour voir s'ils étaient adaptés à leurs besoins. Et effectivement, c'était le cas. Donc en une semaine, nous avons pu organiser cette première collecte. La prochaine collecte est d'ores et déjà prévue. Les équipes de bénévoles et de l'EFS donnent rendez-vous aux volontaires le 16 septembre prochain. L'établissement français du sang a annoncé vouloir faire de Toussus-le-Noble la collecte de référence sur le secteur. L'établissement français du sang relance d'ailleurs jusqu'au 9 juillet. Prenez le relais, un mois pour tous donner. L'objectif, faire remonter les stocks de sang particulièrement bas ce mois-ci. Les précisions de Stéphane Noël, directeur régional de l'EFS, au micro de Célia Gatsongo. Et l'objectif, c'est de mobiliser la population francilienne pour donner son sang. Et quand je parle de la population francilienne, je parle naturellement des donneurs qui viennent déjà nous voir et que nous rencontrons régulièrement sur nos collectes, mais je parle également des personnes qui n'ont pas encore osé franchir le cap et qui n'ont pas encore eu le réflexe de venir nous rejoindre sur une collecte. La période estivale est une période qui est difficile dans la mesure où les produits sanguins ne fléchissent pas, la demande en produits sanguins ne fléchit pas. Les patients, vous savez, ils ne prennent pas de vacances. Les patients, tous les jours, ont besoin d'être pris en charge et c'est encore plus important cette année dans la mesure où nous constatons actuellement que la demande en produits sanguins est très élevée. Elle est très élevée tout simplement parce que après la période Covid où il y a eu beaucoup de déprogrammation, actuellement, les services hospitaliers
tourne à plein, voire même tourne de manière plus importante qu'en temps normal. Et de fait, la demande en produits sanguins est extrêmement importante et nous devons collectivement y faire face. Il y a de très nombreuses collectes qui se déroulent actuellement en Île-de-France. Vous pouvez retrouver tous nos lieux de collecte sur notre application, Don du sang, sur notre site internet. Et pour donner son sang, c'est très facile. Vous allez sur notre site internet, vous trouverez la collecte la plus proche de chez vous. Vous pourrez prendre rendez-vous. Sur ce même sujet, j'ajoute que les députés ont adopté mercredi 9 juin un amendement de la loi bioéthique sur le don du sang. Il vise à supprimer la période d'abstinence de 4 mois que devaient respecter les personnes homosexuelles. Pour rappel, le don du sang n'est ouvert que depuis 2019 aux hommes ayant eu des relations avec d'autres hommes, avec sous réserve jusque-là donc de cette période d'abstinence. Spectacle, atelier, rencontre, témoignage au programme de la Nuit du Handicap 2021. L'événement national qui s'est décliné aussi au niveau local s'est tenu samedi dans les jardins de la mairie de Versailles. Le but, une soirée festive et conviviale pour faciliter les rencontres entre personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas, faire évoluer aussi le regard sur le handicap et créer du lien durable. Le rendez-vous a été un succès et a rassemblé plusieurs centaines de personnes. Rendez-vous l'année prochaine. La fête nationale du 14 juillet, c'est dans pile un mois. Les pilotes chefs de bloc du défilé aérien se sont réunis pendant une journée en fin de semaine dernière à la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay. Autour du commandant du défilé aérien, ils poursuivent les préparatifs pour le jour J avec comme thématique cette année « Gagner l'avenir ». Nicolas Dandry était sur place. Il a lieu chaque année mais se prépare bien en amont de manière minutieuse et rigoureuse. Le défilé aérien du 14 juillet rassemble 91 appareils, hélicoptères, avions, chasseurs, différents aéronefs de l'armée de l'air, de la marine nationale, de la gendarmerie ou encore de la sécurité civile, avec une organisation particulière. Le défilé, qui est constitué d'un ensemble de patrouilles qui vont attendre dans l'ouest parisien qu'on leur donne le top départ, se rejoignent petit à petit sur un axe qui est l'axe de défilé. Et c'est bien par le respect des altitudes, le respect des vitesses, le respect des trajectoires, le respect des horaires, le respect des procédures radio que la sécurité aérienne est garantie. Pour cette journée à la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay, tous les pilotes chefs de bloc sont réunis. C'est le cas du sous-lieutenant Aurélien, navigateur au sein d'un AWAC, un avion de l'armée de l'air doté d'un radar. Charge à chacun dans son avion et dans son équipe d'avions leaders plus équipiers de préparer la mission au mieux en traçant des cartes, en visualisant sa mission avant et ensuite pour être au rendez-vous aux répétitions générales et le 14 juillet à l'heure sur les points. Le navigateur a en charge tout ce qui va être la gestion de la trajectoire avec les pilotes ainsi que le timing sur chaque point de notre trajectoire. Donc on est là vraiment pour assister les pilotes et qu'eux puissent se concentrer exclusivement à la manœuvrabilité de l'avion. Après le briefing du matin, les pilotes ont pu faire des repérages à bord de différents hélicoptères, des points d'identification de la Défense à la place de la Concorde pour faciliter le défilé. Pilote d'un Mirage 2000D, le commandant Nicolas sera suivi de 5 Mirage 2000D et de 6 Rafales. Les premiers repères qu'on essaie d'identifier sont des repères avec des développements verticaux qui nous permettront en cas de mauvaise météo de pouvoir nous affranchir d'une visibilité médiocre ou faible, donc jusqu'à 5 km de visibilité horizontale, pour pouvoir nous aligner sur la Défense et ensuite être axés parfaitement. Une répétition générale du défilé aérien doit avoir lieu fin juin dans le Loiret. Et pour parler du 14 juillet avec nous en visioconférence justement, Jean-Charles Gesselot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Versailles-Saint-Quentin. Avec vous, on va revenir sur les origines de ce 14 juillet aussi. Quel héritage laisse-t-il aujourd'hui ? Et déjà, rétablissons une vérité, Jean-Charles Gesselot, le 14 juillet, on ne commémore pas la prise de la Bastille comme le voudrait l'imaginaire collectif, mais plutôt la fête de la Fédération qui a eu lieu, elle, le 14 juillet 1790, c'est ça ? Alors, pour être juste, on commémore pas seulement le 14 juillet 89, on commémore en fait les deux, puisque lorsqu'il s'est agi de définir une date, en effet, au début de la Troisième République, il y a eu beaucoup de débats et le 14 juillet a évoqué un peu trop la violence de la prise de la Bastille pour les opposants à la République. Et on a préféré, donc en effet, mettre l'accent sur la fête de la Fédération, cette grande fête qui avait réuni pour l'anniversaire, le premier anniversaire de la prise de la Bastille, des représentants de toutes les régions de France,
Donc c'était l'unité de la nation retrouvée, mais on n'a pas oublié malgré tout le 14 juillet 89, qui, au-delà de la violence de l'événement, est la conquête de la liberté. Donc il y a une symbolique que l'on retrouve encore aujourd'hui dans la célébration du 14 juillet. Donc c'est les deux. Donc c'est les deux. Que se passe-t-il justement ce jour de la fête de la Fédération Que s'est-il passé le 14 juillet 1790 du coup? Eh bien, une grande cérémonie révolutionnaire a été organisée au Champ de Mars à Paris, qui n'avait pas encore évidemment de tour Eiffel à son côté. Et lors d'une grande messe à la fois religieuse et patriotique, on a célébré l'union retrouvée de la nation autour de son roi, de façon à gommer un peu les affrontements parfois violents qui avaient eu lieu depuis les débuts de la Révolution. Et pourquoi, à votre avis, dans l'imaginaire collectif, on a oublié justement cette date de la fête de la Fédération au détriment de celle du 14 juillet 1789 avec cette date symbolique de la prise de la Bastille? Pourquoi, à votre avis, dans l'imaginaire collectif, on pense d'abord au 14 juillet 1789? Parce que c'est un événement qui a été justement fondateur en quelque sorte de la Révolution populaire, puisque jusque-là, la Révolution était plutôt celle des États généraux, donc des représentants de la bourgeoisie, on va dire, pour faire simple. Et donc cet événement, qui plus est violent, qui marque les esprits, a davantage été retenu dans l'imaginaire collectif que la fête de la Fédération. Alors par la suite, le 14 juillet a été célébré, parfois aussi interdite cette fête. Ce n'est finalement qu'en 1880, c'est le 6 juillet même 1880 très précisément, qu'elle est devenue officiellement la fête nationale. Tout à fait, c'est le 6 juillet 1880 qui est voté une loi qui instaure ou réinstaure le 14 juillet comme fête nationale, puisque entre la Révolution et cette année 1880, il y a eu plusieurs régimes qui se sont succédés, des empires, des monarchies qui ont interdit la célébration du 14 juillet comme symbole de la République et qui ont mis en avant d'autres dates pour célébrer la fête nationale. Sous les empires, c'est le 15 août, qui est le jour anniversaire de la naissance de Napoléon, alors que sous les monarchies, par exemple, ça va être sous Louis XVIII, le jour de la Saint-Louis, ou sous Charles X, le jour de la Saint-Charles. Voilà. Donc, il faut attendre 1880 et le retour au pouvoir des Républicains pour que le 14 juillet devienne la fête nationale et qu'il est encore aujourd'hui. On remonte le temps avec des fêtes nationales qui ont été plus célèbres que d'autres, notamment pour les 100 ans justement de la fête les 100 ans de la fédération, de cette journée de la célébration de la fédération en 1890, aussi après la Première et la Seconde Guerre mondiale, avec, c'est intéressant aussi de le souligner, une forme qui peut évoluer et notamment une fête nationale qui s'adapte à son temps. On peut citer des exemples très récents, 2015 avec le RAID, le GIGN et la BRI qui ont défilé après l'attentat de Charlie Hebdo, et l'an passé aussi, cette journée a été dédiée aux soignants avec cette crise sanitaire. Donc finalement, elle s'adapte aussi à son temps, cette fête nationale. Tout à fait. Il y a une volonté de faire évoluer cette cérémonie qui est installée dans un certain rituel qu'on a l'habitude de retrouver chaque année. Vous avez évoqué le défilé militaire, le survol des Champs-Élysées par la patrouille de France. Il y a une volonté donc de faire évoluer, de s'ouvrir peut-être à la société civile, puisque traditionnellement le grand événement du 14 juillet, c'est le défilé militaire à Paris, mais voilà, on l'a ouvert à la société civile. Alors l'année dernière, c'était un peu particulier puisqu'en contexte de pandémie, le défilé n'a pas vraiment eu lieu. C'était plutôt un hommage, en effet, notamment au personnel soignant largement impliqué dans la gestion de la crise épidémique. Mais on peut citer auparavant d'autres types d'ouvertures. Par exemple, en 2007, le président Nicolas Sarkozy avait ouvert à l'Europe, puisque des soldats européens avaient participé au défilé, alors que des dignitaires européens étaient également présents, invités officiels à cette cérémonie. Donc c'est une fête qui essaye d'évoluer en même temps que la société, même si elle a du mal peut-être à trouver un souffle un peu nouveau dans une société qui connaît un certain nombre de crises, notamment en matière sociale ou identitaire, alors qu'elle a traditionnellement un rôle justement d'union entre les Français. Et l'enjeu est encore plus important depuis quelques années.
Et d'ailleurs, ce traditionnel défilé qui passe bien sûr par les Champs-Élysées, ça c'est une tradition depuis 1980. Auparavant, c'était déjà passé par les Champs-Élysées, mais il y avait des défilés qui pouvaient passer aussi ailleurs. Alors plus de 200 ans après, même si elle a peut-être perdu, on va dire, de sa signification de base, on a l'impression quand même que les Français sont attachés à cette fête nationale. Quand les défilés étaient encore autorisés, hors période Covid bien sûr, on voit que ça rassemble beaucoup de monde, notamment ce défilé sur les Champs-Élysées. Il y a un côté aussi d'attachement des Français pour cette fête nationale. Oui, sûrement. Ça rassemble beaucoup de monde, mais ça n'a jamais rassemblé tout le monde. C'est ça, en fait, l'enjeu. C'est que depuis les débuts du 14 juillet, il y a toujours eu une frange, alors plus ou moins importante de la population, qui a refusé d'y participer, par anti-républicanisme, par exemple, lors des premières années, lorsque la République était encore fragile. Donc oui, ça rassemble beaucoup de monde. Oui, il y a sûrement un attachement des Français au 14 juillet, mais à quoi sont-ils attachés dans ce 14 juillet? Est-ce que c'est à la célébration des valeurs de la République? Est-ce que c'est à la célébration de la grandeur de la nation? Est-ce que c'est à la célébration du pouvoir en place qui se met en scène quand même de façon très importante durant cet événement? Ou est-ce que c'est tout simplement l'attachement à ce jour férié, ce jour de fête, où on se retrouve, où on va voir le feu d'artifice, où on va au bal des pompiers, etc., etc. Il faut voir quelles sont les raisons de cette affection des Français pour le 14 juillet. Et une dernière question, faudrait-il plus de pédagogie peut-être dès le plus jeune âge pour réexpliquer justement ce qu'est à la base le 14 juillet? Est-ce qu'à votre avis, ça peut être bien aussi de faire un peu plus de pédagogie? La pédagogie, elle est faite, je pense, que ce soit à l'école primaire ou ensuite au collège ou au lycée, on apprend les symboles de la République et notamment le 14 juillet. Donc, peut-être faire de la pédagogie pour les adultes qui ont peut-être eu tendance à oublier la signification profonde de l'événement après avoir quitté l'école. Mais oui, il n'est jamais mauvais de faire de la pédagogie de toute façon. On voit finalement que l'héritage est toujours présent, même si les significations ont peut-être évolué autour de ce 14 juillet. Merci Jean-Charles Gesselot d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je Bonne rappelle, soirée. vous êtes maître de conférence à l'UVSQ, l'université Versailles-Saint-Quentin, en histoire contemporaine. Dans l'actualité également, l'épidémie de Covid-19 qui confirme son recul dans les Yvelines. Les indicateurs sur une semaine sont tous à la baisse dans le département. Et diminution pour le taux d'incidence et le taux de positivité, respectivement moins 39,2 et moins 1,1 point depuis le 6 juin. La tension hospitalière aussi est en diminution. 53,6% des lits de réanimation sont actuellement occupés en Ile-de-France. 223 patients étaient toujours hospitalisés hier dimanche sur le territoire, 67 de moins qu'il y a une semaine. Et depuis le début de la crise sanitaire, 1828 personnes sont mortes du Covid-19 dans les hôpitaux du département. Au chapitre politique, les élections départementales et régionales, c'est dans 6 jours. Premier tour ce dimanche. Les candidats ont donc encore quelques jours pour faire campagne. Et jeudi dernier, Ensemble pour les Yvelines, la majorité sortante au conseil départemental, tenait un meeting. C'était au forum Armand Peugeot en présence des binômes investis dans les 21 cantons et aussi de Gérard Larcher, président du Sénat. Face à EPY pour les départementales dans le département des Yvelines, La République En Marche a aligné 5 binômes candidats dans 5 cantons. Le Rassemblement national est également présent, des candidatures indépendantes également. Enfin, la gauche partira, elle, en ordre dispersé avec des alliances sur quelques territoires seulement. 6 projets d'envergure pour l'enseignement supérieur accompagnés dans les Yvelines. Jeudi dernier, le conseil départemental a acté cet investissement de 207 millions d'euros par une signature. Et les précisions dans ce sujet de Bichente Mérien-Santisteban. Le département a signé un financement pour 6 projets destinés à l'enseignement supérieur, la recherche et la formation médicale et scientifique. L'investissement le plus important, celui du rassemblement des centres de recherche d'Evry et Palaiseau de l'école des mines à Versailles-Satory. Ce déménagement va nous permettre à la fois de rejoindre un bâtiment très moderne et très sobre, mais surtout de rejoindre un écosystème d'innovation à côté de partenaires industriels, de partenaires académiques de très grande notoriété et également de lieux d'accueil et de développement de start-up. Un investissement estimé à 98 millions d'euros, montant global du projet 275 millions d'euros. Pour l'instant, le département assure 3/4 du financement. Il va de soi que si nous n'arrivions pas à convaincre nos partenaires du contrat de plan État-région de participer à ce financement, ce que nous trouverions, j'utilise un mot peut-être fort, mais je le pense scandaleux, eh bien, nous serions obligés de mettre plus.
Parmi les établissements qui vont en bénéficier, l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye, 11 millions d'euros pour soutenir une jeune école née en 2014. Ils vont servir à rénover des bâtiments magnifiques qui relèvent vraiment du patrimoine architectural, mais qui sont pour certains inutilisables car beaucoup trop désuets. C'est un partenariat qui se renforce, qui se tisse, qui a commencé par le bâti et puis qui est devenu beaucoup plus fort et qui est important pour tous. Les 4 projets restants concernent l'IUT de Mantes, mais aussi le développement des pôles médicaux et scientifiques à Guyancourt et au Mureau, portés notamment par l'Université Versailles-Saint-Quentin. La première édition du festival Pulsation devait avoir lieu en 2020. Elle a été repoussée à cause de la pandémie. En attendant la tenue de l'événement prévu désormais pour 2023, l'association organisatrice Animasos a souhaité mettre en place des temps de rencontre avec les partenaires. Objectif, maintenir le lien jusqu'au festival. Le premier rendez-vous a eu lieu hier dimanche à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Justine Brasier. Au Tempo, c'est le premier club des partenaires organisé par l'association Animasos dans le cadre du festival Pulsation, un événement artistique et musical à venir sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. La rencontre entre les partenaires et l'association a pris place à l'île de loisirs dimanche 13 juin. Au programme, échange, présentation du lieu, du festival ou encore concert. Objectif, fédérer une communauté et maintenir le lien jusqu'au festival. L'idée, là, c'était d'avoir un événement qui soit récurrent, donc d'avoir au moins 3 rendez-vous dans l'année avec tous les partenaires, soit des partenaires qu'on a déjà contactés, soit des gens qu'on va rencontrer pour créer une communauté autour du festival, que ce soit une communauté avec des institutionnels, des associatifs, des individuels du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. La première édition du festival Pulsation est prévue à l'horizon 2023. Partenaire du projet, c'est l'espace événementiel de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines qui accueillera l'événement. Et donc c'est un superbe espace de 4 hectares, plein air, clôturé, avec des sanitaires, des branchements électriques, un terrain de sport de plage et c'est parfaitement adapté à l'accueil d'un festival de ce type. Il y aura une partie d'accueil du public sous la partie du dôme et ensuite tout le festival se fera à l'extérieur, donc autour du bassin, avec des food trucks, avec de la restauration, de la boisson. On va pouvoir retrouver un village artistique et solidaire avec des ateliers participatifs, collaboratifs, avec 1 ou 2 scènes musicales, avec une programmation d'artistes professionnels, d'artistes émergents du territoire, et puis aussi du spectacle vivant. Au total, une 50aine de personnes étaient présentes pour cette première rencontre. Un prochain club des partenaires pourrait se tenir au mois d'octobre. D'autres performances artistiques auront lieu sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines pour faire patienter jusqu'au festival. 2 informations sport avant de refermer ce journal. D'abord, une Versaillaise à l'honneur. Aurélie Tour, 37 ans, a été l'arbitre de chaise de la finale homme de Roland-Garros. Depuis 2019, elle officiait sur des matchs du circuit ATP où elle s'est fait une place. Une finale remportée par le numéro 1 mondial Novak Djokovic contre Stefano Tsitsipas en 5-7, 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Et 19e tournoi du Grand Chelem pour le Serbe qui s'impose pour la 2e fois de sa carrière sur la terre battue parisienne. Et en football, J-1 avant l'entrée de l'équipe de France à l'Euro 2020, match face à l'Allemagne. Et les Bleus ont quitté leur centre d'entraînement de Clairefontaine dans les Yvelines pour rejoindre la base aérienne de Vélizy-Villacoublay. Et de là, ils se sont envolés pour l'Allemagne, direction Munich. La rencontre entre les 2 derniers champions du monde est programmée ce mardi à 21h. C'est à l'Allianz Arena de Munich. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.